Bonjour à tous. Donc nous allons parler aujourd'hui des bases physiques de l'IRM. Une petite présentation, après on va parler du phénomène de résonance, de la relaxation, comment on mesure le signal, des différents contrastes et un peu de localisation spatiale et de matrice. Donc en préambule, on peut dire que l'IRM est basé sur la réciprocité entre le champ magnétique et le déplacement d'une charge électrique. Autrement dit, quand vous agitez un aimant dans un solénoïde, il va déclencher un courant électrique dans ce solénoïde. A l'inverse, quand vous faites passer du courant dans un solénoïde, celui-ci va créer un champ magnétique. Donc petit rappel sur le noyau, le noyau est constitué de protons, de neutrons, autour duquel gravitent des électrons. Les nucléons sont animés d'une rotation individuelle autour d'un axe, passant par leur propre centre. On a donc un moment cinétique ou appelé spin, représenté ici par le vecteur S. Un proton qui est chargé positivement en rotation possède un moment magnétique, qui sera représenté ici par le vecteur U. Les protons s'apparient, les moments magnétiques s'annulent deux par deux. Seuls les atomes à nombre impair de nucléons possèdent un moment magnétique élémentaire, donc comme l'hydrogène, le fluor, voilà. Par contre, comme l'hydrogène représente les 2/3 des atomes du corps, on va s'intéresser plus particulièrement à l'atome d'hydrogène, tout en sachant que d'autres IRM peuvent très bien s'intéresser plutôt au fluor par exemple, pour travailler. Le proton d'hydrogène donc possède un moment magnétique représenté par le vecteur d'animation microscopique mu, aligné sur son axe en rotation sur lui-même lié au mouvement cinétique. Donc on a donc l'apparition en fait d'un aimant représenté par nord-sud. Le phénomène de résonance. Donc tout d'abord, une description un peu de la machine. On a plusieurs bobines, on a des bobines de gradient, des antennes. La machine est en général dans un bain de refroidissement d'hélium liquide. Et on a également des bobines de Schilm, des bobines de calibration. Donc on a la bobine principale, le supraconducteur, les bobines de gradient, les bobines de Schilm, l'antenne corps et l'antenne tête. La direction du champ principal B0 correspond à l'axe OZ longitudinal. En absence de champ magnétique, les protons d'un échantillon tissulaire sont orientés de façon aléatoire. Mais quand ils sont soumis à un champ magnétique B0, les protons s'orientent selon la direction de celui-ci. On a donc une aimantation qui se crée à l'addition des différents protons. Donc, soumis à un champ magnétique B0, les protons s'orientent selon la direction de celui-ci. Une faible majorité s'oriente selon B0, on dit qu'ils sont parallèles, et les autres sont dans le sens contraire, on dit dans le sens parallèle. On a donc un état stable. Donc ici on remarque les parallèles, et ici les antiparallèles. Donc ces antiparallèles, plus il y en aura, moins ici l'aimantation sera importante, puisque l'aimantation dans le sens de B0 va dépendre des protons parallèles. Donc plus il y a d'antiparallèles, plus l'aimantation MZ sera petite. On peut le dire d'une autre façon, c'est que plus il y a de protons dans le sens parallèle, plus MZ sera grand. Les deux sont recevables. Donc les protons tournent autour de B0 avec une précession à la vitesse oméga égale oméga B0 égale gamma B0, qu'on appelle la fréquence de l'Armor, où en fait gamma c'est le rapport gyromagnétique qui est spécifique à chaque noyau.
C'est l'excédent de protons parallèles qui est à l'origine de l'apparition du vecteur d'aimantation macroscopique ML. Donc il est, encore une fois, s'il y a beaucoup d'antiparallèles, l'apparition du vecteur d'aimantation va être petit. Et s'il y a beaucoup de parallèles, l'aimantation macroscopique ML va être grand. Donc l'aimantation macroscopique ML est proportionnelle à la densité de protons, à l'intensité du champ magnétique externe. Les protons se répartissent donc sur deux niveaux. Les parallèles, on dit qu'ils sont sur des bas niveaux, et les antiparallèles sont des hauts niveaux d'énergie. C'est ceux qui vont nous intéresser parce qu'ils sont instables. Donc le tout, en fait, le vecteur ML tourne sur lui-même. Hein, on peut additionner tous les spins des protons et avoir donc un vecteur unique qui tourne sur l'axe B0. Il n'existe pas de vecteur d'aimantation transversale dans l'axe transversal, hein, en tant que les spins sont déphasés. Le vecteur ML est infiniment plus petit que B0. Donc pour le lire, il faudra absolument le basculer dans l'axe transversal. Donc on va basculer le vecteur ML par une onde de radiofréquence oméga, de telle façon à ce que la fréquence oméga 0, fréquence de l'armor ou de résonance, corresponde à la fréquence de l'armor des protons. On va donc les basculer dans le plan X, O, Y, donc le champ magnétique tournant. La durée de cette bascule va être déterminée par l'angle de bascule en lui-même, l'impulsion à 90. Donc on aura une impulsion à 90, bascule de ML dans le plan X, O, Y. Alors qu'est-ce qui se passe lors de l'impulsion de radiofréquence? Eh bien, on a un transfert des protons de basse énergie vers la haute énergie. Donc diminution du vecteur ML pour une bascule à 90 degrés. Égalisation des populations des deux niveaux d'énergie, c'est-à-dire qu'on aura autant de parallèles que d'antiparallèles. Rephasage des protons, apparition d'un vecteur d'aimantation macroscopique transversale MT. Donc là, l'état est forcément instable, hein, parce qu'il y a des protons qui étaient parallèles et qui veulent revenir dans leur position initiale, donc antiparallèle. Donc voilà un peu en image ce qui se passe. Donc on va envoyer l'onde de radiofréquence. On voit que le dernier qui manquait parallèle passe en antiparallèle. Donc on a bien 3 antiparallèles et 3 parallèles. Donc là on a une égalité totale entre les parallèles et les antiparallèles. Ensuite vient le phasage des protons. Donc encore une fois, on envoie l'onde de radiofréquence. Ils basculent dans l'axe transversal. Ils ont tous la... Donc les deux actions sont simultanées. Autant le passage des parallèles en antiparallèle que le phasage des protons. Donc comme on peut le voir sur l'animation, on envoie l'onde de radiofréquence, même nombre de parallèles et d'antiparallèles. L'aimantation bascule dans l'axe O, Y, X, et on voit qu'en fait que les protons se sont phasés, ils sont tous dans le même sens à l'instant T. Donc, si on réduit tout ça à un seul vecteur, on voit ce qui se passe, c'est qu'on a une diminution en fait de la donnée donc ML, et on a le vecteur MT qui se crée à la bascule. Donc on reprend, diminution de ML et création de MT. Voilà un peu avec le mouvement de spin comment ça se passe en réalité.
Voilà, faut pas oublier que les protons continuent à tourner. Donc après l'arrêt de l'impulsion, on a un retour à l'équilibre. Donc on a un déphasage des spins qui est assez rapide, donc on a une décroissance de MT, donc l'alimentation transversale. On a une transition des protons de haute énergie vers la basse énergie. C'est-à-dire que les protons qui étaient passés de parallèle à antiparallèle veulent revenir à leur place. Donc on a de la haute énergie qui va vers la basse énergie. Et donc on a une repousse du vecteur ML, donc du vecteur longitudinal. Donc voilà un peu comment ça se passe. Toujours pas oublier que c'est en tournant. Donc tout ça nous amène à la relaxation. Donc la relaxation longitudinale, ou T1, c'est la repousse de l'alimentation longitudinale. Elle se fait donc à l'arrêt de l'impulsion de radiofréquence. On a un retour à l'état stable par transfert d'énergie. Donc je vous ai dit, les protons parallèles qui sont passés en antiparallèle, donc vers un haut niveau d'énergie, hop, ils basculent ils rebasculent en parallèle en libérant de l'énergie. La relaxation transversale, ou T2, c'est la décroissance de l'alimentation transversale. Donc à l'arrêt de l'impulsion RF, on a de nouveau un déphasage rapide des spins. Donc le T1, c'est le temps nécessaire pour qu'un tissu récupère 63% de son alimentation longitudinale initiale. Donc on le voit un peu sur ce schéma. On a 63%, hop, on a le T1. Le T1, on va le définir par plusieurs choses. Donc c'est la relaxation des spins et du réseau. Donc c'est-à-dire non pas des protons entre eux, mais des protons et de leur environnement. Elle est exponentielle croissante selon le temps. Le T1 varie selon les tissus d'environ 500 à 1000 millisecondes. Il repousse d'autant plus rapidement que le T1 est court. Il est plus long pour les liquides que pour les solides. Il est très court pour la graisse. Il augmente avec l'intensité du champ magnétique et il raccourcit avec l'injection de gadolinium. Donc, si on comprend deux tissus différents, on voit bien qu'ici on n'aura pas de contraste et ici on a une différence entre les deux tissus et on aura donc création d'un contraste. On reviendra à ça après. Le T2, donc c'est le temps nécessaire pour qu'un tissu perde 63% de son alimentation transversale. Donc là pareil, et 37% de son alimentation transversale, hop, on a le T2 du tissu ici. Donc ça va être là pour le coup l'étude en fait de la relaxation entre protons, dans ce qu'on appelle spin-spin. Non pas entre spin et l'environnement, mais entre les protons entre eux. Donc elle est exponentielle décroissante selon le temps. Elle sera d'autant plus rapide que le T2 est court. Elle est entre 50 à 100 millisecondes, donc 10 fois plus court que le T1. Il est plus long pour les liquides que pour les solides. Donc pareil, là, si on prend deux tissus différents, on voit que si on le fait tout de suite, il n'y aura pas de contraste, mais si on attend un petit peu, il y aura un contraste entre les différents tissus. Comment va-t-on faire la mesure? Eh bien, la mesure va se faire par ce qu'on appelle donc une antenne. On a donc ici, après la bascule, le vecteur MT transversal. Et il va donc retourner à sa position initiale et l'antenne va l'enregistrer. On aura donc une sinusoïde. Ce qui représente en fait la FID du T2 étoile, c'est-à-dire le vrai T2 des tissus. Donc la mesure de signal, c'est bien une sinusoïde amortie par une exponentielle de temps. Donc c'est le T2 étoile. Chaque tissu a un T2 étoile qui lui est propre.
et qu'on utilise en IRM pour faire certaines imageries. Donc voilà ce que nous donne parfois la machine quand on lui demande. Donc ça c'est une FID réelle sur un élément, un tissu. Donc une multitude de mesures pour faire une image, ça tout le monde peut le comprendre. On va alterner donc différentes applications de l'onde RF et de mesures dans le plan transversal. On aura création donc d'un contraste entre les différents signaux qui vont se traduire par des niveaux de gris, comme au scanner. Donc le temps de répétition, important, donc le TR. Le TR, c'est le temps qui sépare deux impulsions de radiofréquence. Et le TE, donc le temps d'écho, c'est le temps qui sépare l'impulsion de l'ARF, de la radiofréquence, et le moment où on va mesurer pour avoir l'écho. Donc en scanner, il n'y a pas beaucoup de contraste possible entre les différents tissus. On ne peut pas vraiment analyser chaque tissu. En IRM, par contre, en faisant bouger les paramètres, on peut faire apparaître différents contrastes. On peut faire apparaître la graisse en hypersignal, en hyposignal si on fait ce qu'on appelle la saturation de la graisse. Suivant les paramètres aussi, on arrive à avoir les liquides qui sont hypersignal ou hyposignal. Donc ici, on se retrouve avec deux images T1 dans lesquelles on a juste enlevé la graisse. Donc on a saturé la graisse, donc ici elle est en hypersignal et ici elle apparaît en hyposignal. Ce qui est important parce que le signal est relatif, c'est-à-dire que là c'est deux T1 identiques. La seule chose c'est qu'on a supprimé la graisse. Donc dès qu'on éteint un tissu, par exemple ici il y a de la graisse, donc dès qu'on l'éteint, elle va devenir noire, tous les autres tissus, comme le pancréas ici, va apparaître beaucoup mieux quand on aura saturé la graisse. Vous voyez, on le voit nettement mieux quand on enlève la graisse que quand on laisse la graisse normale. Donc la relaxation T1, donc c'est la relaxation longitudinale, c'est la repousse de l'aimantation longitudinale. Donc à l'arrêt de l'impulsion de radiofréquence, on a un retour à l'état stable par transfert d'énergie. Donc le contraste T1. Donc comment on mesure le T1 ? L'impulsion RF va basculer le vecteur ML dans le plan transversal. On a la naissance de MT. Donc si on le fait tout de suite avec un angle de 90 degrés, on a bien ML qui est égal à MT. La mesure immédiate du signal sera représentative en fait du vecteur ML car il décroît rapidement. Donc il faut vraiment la lire très vite. Donc la mesure immédiate du signal correspond à un TE court. Donc le TR, donc le temps de répétition, détermine le niveau de repousse du T1. Donc là ici on prend deux tissus. Si on attend trop longtemps pour basculer, on va voir en fait qu'on n'aura pas de contraste. Donc si votre TR est long, il n'y aura pas de contraste. Alors on regarde les deux tissus. Si on les laisse monter tout seul, voilà, on attend, on les bascule, hop, il n'y a pas de contraste entre les deux tissus. Si le TR est court, on bascule, du coup là, on retrouve donc un contraste entre les deux tissus. Donc le TR, pondération T1, TR court, dépondération T1, TR long. Pour le TE, pondération T2, TE très long, TE long, dépondération T2, TE court. Le TR va conditionner la pondération T1. Donc mesure du T1, ça entraîne un TR court et un TE court. Voilà un exemple ici avec un TR court. On voit bien la différence entre la substance grise et la substance blanche. Et un TR long, où là, en fait, les contrastes ont pratiquement disparu. Le contraste T2. Donc le contraste T2, lui, c'est la relaxation transversale, ou T2, c'est la décroissance de l'aimantation transversale.
Donc à l'arrêt de l'impulsion RF, il y a le déphasage rapide des spins. Donc comment on va le mesurer? Eh bien, le TR long, pour dépondérer le T1. On a vu tout à l'heure que si on utilise un TR long, il n'y a plus de contraste T1. Donc forcément, on va utiliser un TR long pour avoir un contraste T1. Si le TE est court, on n'aura pas de contraste T2. On l'a vu tout à l'heure. Si le TR est long pour le T1, on n'aura pas de contraste T1. Ici, si le TE est court, c'est-à-dire si on écoute tout de suite, on n'aura pas de contraste T2. Donc on reprend avec nos deux tissus. Ici, si on écoute tout de suite, on voit bien qu'il n'y a pas de différence entre les deux tissus. Par contre, si le TE est long, donc si on attend un petit peu, on voit ici qu'il y a la création en fait d'un contraste T2. La pondération pour le T2, c'est TE long et TR long pour la dépondération du T1. Donc le TE, lui, va, contrairement au TR qui conditionne le T1, le TE va conditionner la pondération T2. Donc pour la mesure du T2, il faut un TR long et un TE long. Donc ici, si on fait un TE court, on n'a pas beaucoup de contraste. Il y en a existant un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Dès qu'on augmente un peu le TE, on voit apparaître des liquides en hypersignal et on a énormément de contraste par rapport à celle-ci pour un TR identique. Donc, avec deux paramètres d'IRM, donc TR-TE, on a 4 possibilités. TR court, TE court, on a une pondération T1. TR court, TE long, une pondération T1 et T2 un peu bâtarde qui n'a aucun intérêt. TR long et TE long, on a un T2. Et TR long, TE court, on n'a ni T1 ni T2, mais ce qu'on appelle une pondération en densité protonique. Donc TR long, TE court, ni T1 ni T2, pondération protonique. Donc le TR long, chaque tissu récupère son aimantation maximale, donc il sera proportionnel à la densité de protons. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs densité protonique. Donc plus il y a de protons, plus il y aura de signal, d'aimantation maximale. Le TE court pour mesurer immédiatement la représentativité des vecteurs ML. Donc ici pour un même TR, on a avec un TE court du contraste, mais on n'a pas beaucoup de liquide. Avec un TE un petit peu plus long, on a un peu moins de contraste, mais par contre, on voit bien les liquides. Pareil ici pour les genoux. Très utilisé la densité de protons pour les genoux. Donc pour résumer, pour avoir du contraste T1, il faut donc un TR court et un TE court. Pour avoir une pondération T2 qui se passe sur l'axe transversal, il faudra un TR long et un TE long. Donc là, on va voir un peu la localisation spatiale. Donc ce qui nous intéresse, donc bien sûr, c'est de faire des images avec les signaux qu'on va pouvoir récupérer. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser des gradients linéaires de champ magnétique. Alors, les gradients linéaires de champ magnétique, c'est bêtement des petits champs magnétiques que l'on va rajouter au champ B0. Donc, on fait la bascule de ML par une onde de radiofréquence, de même radiofréquence que la fréquence de l'armor, donc pour la résonance. On sera dans le plan XOY, et ce qu'on a vu déjà tout à l'heure, c'est que la durée déterminée par l'angle de bascule alpha pour la bascule de ML dans le plan OXY. Donc, un gradient représente une variation de données physiques dans une direction de l'espace. Mais comme je vous ai dit, c'est en fait le rajout d'un petit champ magnétique qui aura pour effet donc de modifier de façon linéaire l'intensité du champ magnétique B0 dans la direction où il est appliqué.
Et ça, donc, c'est réalisé par des bobines qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma, donc les bobines de gradient dans lesquelles circule un courant électrique. Donc on a trois gradients. On a le gradient de sélection de coupe, le gradient de codage de phase, le gradient de codage de fréquence. Avec ces trois directions, donc on arrive à localiser exactement un point. Donc comment ça marche? Donc on aura pour cette coupe ici trois gradients. Un gradient de sélection de coupe, un gradient de phase et un gradient de fréquence. La phase correspond au nombre de lignes, la fréquence correspond au nombre de colonnes. Donc le gradient de sélection de coupe, il va nous permettre en fait de sélectionner une coupe perpendiculaire au gradient dans n'importe quel plan. Donc ce gradient de sélection de coupe, donc on va faire varier en fait le champ magnétique sur toute cette longueur de façon différente, de façon décroissante, par exemple ici dans cet exemple. Donc ici, on aura par exemple B0 plus une petite aimantation, donc B0 plus B1. Ici, on aura une aimantation B0 plus B2, qui sera plus petite que B1. Donc une fois qu'on aura rajouté ce gradient, il y aura une différence de puissance de champ magnétique à l'endroit où a été appliqué le gradient. Donc forcément, si le champ augmente, la vitesse de précession des protons qui correspondent à cet endroit vont changer aussi. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc ici par exemple, on a le champ magnétique B0 plus un petit gradient ici, ce qui va faire tourner non plus quand c'est B0 à oméga 0, mais va faire tourner les protons à oméga 1. Donc, si on schématise, on aura des protons qui tourneront à différentes vitesses, 60 MHz, 61, 62. Et donc, en fait, pour sélectionner une coupe, c'est très simple. On va envoyer une onde de radiofréquence qui correspond à la vitesse de rotation des spins. Donc, soit 61, soit 60, soit 62. Tout dépendra, en fait, de la coupe que l'on veut étudier. Ainsi, donc, on va prendre en compte tous les protons qui tourneront à la vitesse oméga 1, ou alors tous les protons qui tourneront à la vitesse oméga 2, ou autant, etc., etc. Donc là, on a sélectionné une coupe, deux coupes, trois coupes, quatre coupes. Le gradient de sélection de coupe, l'intensité du gradient va déterminer en fait son épaisseur de coupe. Évidemment, plus il sera puissant, plus un certain nombre de protons vont tourner à la même vitesse dans cette partie-là. Donc plus il sera puissant, plus vous aurez des coupes épaisses. De la même façon, on a vu qu'il fallait trois plans pour localiser un point. Donc de la même façon, on va utiliser d'autres gradients, la phase et la fréquence, qui vont nous permettre donc de localiser un point par la même méthode. Donc chaque proton de la coupe est localisé par son rang, donc sa ligne, donc ça par la phase, par la colonne, une fois qu'on aura déterminé le plan de coupe. Donc le gradient de phase accroît avec la vitesse de précession des protons par ligne et leur décalage de phase. Donc en image, en fait, donc là on a les lignes et les colonnes. On voit que les protons sont en phase et tournent exactement de la même façon. On va appliquer le gradient de ligne et on voit que les protons vont commencer à se déphaser. À un certain moment, donc ils seront en opposition de phase. Donc à l'arrêt de l'application du gradient de ligne, les protons précessent à la même vitesse mais gardent leur décalage de phase. Du coup, donc, ils tournent donc à la même vitesse mais ils gardent leur décalage de phase.
Du coup, l'application au moment de la lecture du signal d'un gradient de codage de fréquence accroît la vitesse de précession par colonne. Donc de la même manière, hein, on va appliquer maintenant le gradient de fréquence et de la même manière, les protons vont encore tourner de différentes façons. Et là, il n'y en a aucun qui tournera dans le même sens. Donc ils seront localisés par des coordonnées P1, F1, donc ligne et fréquence, donc phase et fréquence, qui leur est propre. Donc on a bien des coordonnées de points. Donc le codage de phase doit être répété autant de fois que le nombre de lignes de la matrice a un codage, donc par TR. En fait, les gradients agissent de façon identique en augmentant la vitesse de précession, donc de déphasage. La différence vient du moment d'application. Donc, il n'est pas possible d'appliquer deux gradients de fréquence simultanément, malheureusement. Le signal obtenu par ligne donc, correspond à la somme des fréquences des protons sur cette ligne. Les données qui sont obtenues se situent dans le domaine fréquentiel. L'extraction de l'information est réalisée par une transformée de Fourier en phase et en fréquence. Transformée de Fourier qu'on retrouve également en scanner. Donc la transformée de Fourier est un outil mathématique qui permet donc d'extraire les différentes fréquences d'un signal composite d'une acquisition. Donc acquisition des données brutes dans le plan de Fourier, stockées en rang et en ligne et en colonne. Donc on a ici donc, les différents signaux arrivés dans nos lignes et dans nos colonnes. Les données brutes ensuite sont traitées par une deuxième transformée de Fourier pour parvenir à l'image finale. L'amplitude détermine le niveau de gris et quelque chose de très important et qu'il faut absolument garder en tête, c'est que la durée d'acquisition est égale au TR multiplié par le nombre de lignes multiplié par le nombre d'excitations. Le nombre d'excitations, c'est le nombre de fois où on va refaire la même coupe pour avoir une image plus nette, par exemple. Donc la durée d'acquisition, c'est le TR multiplié par le nombre de phases multiplié par le nombre d'excitations. Donc on va voir un peu les matrices et la FOV. Donc le champ de vue, ou FOV, représente la taille réelle du plan de coupe. La matrice représente le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Il détermine le nombre de pixels de l'image reconstruite. Le FOV, la matrice, détermine la résolution spatiale. Donc, il faut avoir une vue en 3 dimensions et on va travailler sur le voxel. Donc, le voxel, en fait, c'est une partie ici, un voxel qui fait partie de la matrice de l'acquisition principale. Donc, le voxel, donc on a le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc la taille du pixel peut être modifiée en changeant la taille du FOV et ou de la matrice. Le FOV et la matrice peuvent être symétriques ou asymétriques. Alors vous allez voir l'intérêt tout de suite. Donc une FOV et une matrice symétrique nous va donner forcément des pixels carrés. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le temps d'acquisition, ce qui est important en IRM, c'est de diminuer le temps d'acquisition, et le temps d'acquisition dépend du nombre de lignes. Donc l'intérêt en fait de travailler sur une matrice asymétrique, c'est en fait de pouvoir diminuer le nombre de lignes en passant directement à une matrice en fait rectangulaire. Donc vous voyez ici on a diminué le nombre de lignes par 2 et donc on est censé aller 2 fois plus vite puisqu'on a 2 fois moins de lignes à remplir. Par rapport donc à ici à une matrice symétrique avec des pixels carrés. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire éventuellement. Voilà, merci beaucoup de votre attention.